une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Ce mois-ci, Case Me vient de lancer une nouvelle collection pour souligner la communauté LGBTQ+. Ils ont travaillé avec 6 créateurs de contenu québécois pour former 6 nouveaux cases aux couleurs, en fait, de l'arc-en-ciel, notamment Lisanne Nadeau, que vous connaissez très bien ici, une favorite du podcast, qui anime son propre podcast au Studio SF. Bref, c'est en collaboration avec Muse Influence, propulsé par P.O. Baudouin. Fait que allez voir la collection, les cases sont vraiment hot. Puis on a notre code promo pour vous qui est le Sans Filtre pour 20% de rabais sur tous les produits Case Me. Fait que garochez-vous là-dessus, dis-je. Sinon, cette semaine, Dom? Je vais me garoucher là-dessus. Cette semaine, on a reçu Simon Coutu, qui est un journaliste à RAD, qui est une frange un peu plus jeune, un peu plus web de Radio-Canada, qui font du contenu extraordinaire. Simon, qui fait souvent un petit peu du journalisme d'infiltration, ça veut dire qu'il va à la rencontre de milieux qu'on n'a pas l'habitude de voir, puis pour nous le montrer de l'intérieur. Puis ce qu'il a fait avec son dernier balado avec Radio-Canada, Conviction, il a rencontré 4 des leaders conspirationnistes là, de ce mouvement-là qu'il y a eu beaucoup dans la dernière année, pour essayer de comprendre un petit peu justement de l'intérieur, leur motivation, ce qui les a amenés là, leurs croyances, puis tout ça. Avoir une approche un petit peu plus empathique à ces personnes-là, mais sans toutefois donner du crédit ou de l'importance à leurs propos. C'est vraiment super intéressant. C'est un gars vraiment qui veut comprendre ce genre de phénomène-là. Puis c'était vraiment intéressant de le recevoir au podcast. C'est toujours le fun de recevoir des journalistes comme lui sur le podcast. Juste avant de vous laisser à la conversation, on va les remercier nos commanditaires. Fait que bon podcast. Oh yeah. Le podcast est présenté par Evive, qui font des smoothies, ma foi, délicieux. Puis quoi de mieux qu'un bon smoothie frais l'été pour se rafraîchir. Puis on peut le déguster de plein de façons, de plusieurs façons, en smoothie ou en smoothie bowl, mais aussi en popsicle ou même en crème glacée vegan. Toutes ces options-là sont aussi bonnes et rafraîchissantes. Yes, fait que j'ai testé la crème glacée. Je vous montre de quoi ça a l'air. Alright guys, fait que je viens d'aller courir puis il fait vraiment chaud, fait que je me fais un smoothie Evive en mode crème glacée. Fait que ça, c'est une rondelle tuk-tuk que je mets dans mon mixeur avec une banane glacée puis un petit peu de lait d'avoine jusqu'à ce que j'atteigne la texture désirée. Je vous montre ça tout de suite. Alright, fait que ça m'a pris 3 minutes le temps de changer mon gilet puis c'est le temps de goûter à ça. Ah ouais. Ah, c'est rafraîchissant, ça le fait. That's it, merci Evive. Donc, si vous voulez vous aussi commander chez Evive, on a un code promo qui est le Sans Filtre Podcast 10 pour 10$ de rabais sur votre première commande Evive. Fait que sautez là-dessus avec les temps chauds qui s'en viennent. Vous allez être surpris. Miam. 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 Le podcast de cette semaine est présenté par Manscaped. Vous les connaissez, on en parle tout le temps. C'est les meilleurs produits pour l'entretien sous la ceinture, mais aussi l'entretien de pilosité en général. Manscaped, on vous a déjà parlé du Lawnmower 4.0, leur nouveau trimmer. Le look est slick, waterproof, skin-safe technologie, des grandeurs de garde différentes pour mettre du style, soit dans votre face ou dans vos poils sous la ceinture, si vous voulez mettre du style dans ce coin-là. Il y a aussi le Weed Whacker qui est un whacker pour le poil de nez. Donc, pour garder ça bien clean, le parfum, moi, c'est mon parfum que je mets tout le temps. C'est de la bombe. Pour vrai, Manscaped, les produits Manscaped sont extraordinaires. Moi, je vais vous parler du Ultra Smooth Package. Puis quand je dis Ultra Smooth, là, c'est Ultra Smooth. Parce que moi, je l'ai utilisé, j'en suis pas revenu. Quand dans le fond, c'est un Il rasoir. en parle vraiment souvent. C'est un rasoir vraiment... Là, même quand on fait pas des ads pour Manscaped. C'est un 3 lames. 3 lames. 1, 2, 3. Puis c'est vraiment designé pour la région là, sous la ceinture, justement, pour avoir le rasage le plus près, le plus smooth possible. Moi, je l'ai utilisé la première fois, je suis parti à rire tellement que c'était doux, tellement que j'avais aucune inquiétude aussi de me couper ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment super, super smooth, super doux. C'est vraiment designé pour ça. Il est tout petit en plus, il est super facile à manier.
Et il y a des produits qui viennent avec ça, un gel pour se raser, pour mettre avant, et un exfoliant pour mettre après, pour avoir encore là une douceur d'un niveau divin. Diminuer aussi l'exfoliant, diminuer les risques de poils incarnés. Ah, important. On a un code promo pour vous qui est le sans filtre en un mot, 20% de rabais, plus le shipping gratuit sur n'importe quelle commande Manscaped. Fait que, encore une fois, garochez-vous là-dessus, guys. Salut Simon. Salut. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Yes. Cool. Plein de choses qu'on pourrait parler. Là. C'était ton nouveau podcast qui s'appelle Conviction. Ouais, on y reviendra exactement. plus tard. Okay, J'aimerais cool. ça qu'on commence. Tu sais, moi, je t'avais vu plusieurs fois tu disais tantôt, à l'époque, tu étais à Vice. Ouais, j'étais. Je me souviens, 5 j'avais ans vu des chez Vice. reportages passer. Ça t'a dû faire ton petit historique journalistique, mettons, puis après ça, on. Ouais, ben on va dans ouais. le projet. J'ai été à la pige longtemps, un peu par choix. Puis bon, c'était une période peut-être un peu précaire, là. Tu sais, fin des années 2000, début 2010, tu sais. En journalisme, mais ça faisait un peu mon affaire. Ça me permettait de voyager un peu partout, faire du journalisme à l'international. J'étais à Radio-Canada, mais tu sais, la première fois où je me suis réellement casé, c'est lorsque je suis allé... en fait, j'ai participé à l'ouverture du bureau ça s'appelait Vice du jour à l'époque. Éventuellement, c'est devenu Vice Québec, dont les capsules Vice du jour. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et... pour finir, le bureau a fermé, malheureusement. Ouais. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis à RAD, À RAD? qui est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. Est-ce que vous êtes une gang qui était à Vice, qui est transférée à RAD ou... J'ai une collègue qui récemment, Sarah Barrière-Brunet, qui est devenue chef de pupitre, donc qui édite les textes, tout ça, qui était rédactrice en chef pendant une période à Vice, qui a joint l'équipe il y a quelques mois. Mais sinon, ma collègue Brigitte Noël, qui est rendue à l'émission Enquête, qui était journaliste, animatrice avec moi. On faisait grosso modo la même job. Sinon, plusieurs ont migré vers Urbania aussi. Ouais. C'est cool. Ouais. Vice, je me rappelle quand Vice Québec est arrivé, c'était vraiment un renouveau dans le paysage médiatique au Québec. Là. Du moins, moi, j'avais pas vraiment vu ce genre de journalisme-là plus... je sais pas exactement ce serait quoi le mot, plus d'avant-garde peut-être, ou qui s'intéressait à des enjeux qui me représentaient plus, j'imagine. Ouais. Là. Puis ça a quand même connu un succès quand c'est arrivé Vice Québec. Puis qu'est-ce qui était l'élément distanciateur de ce channel-là, en fait? Qu'est-ce qui a fait que ça a fermé, Ouais. tu veux dire? Non, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné au début? Des autres, là, tu sais. Parce que ça a fonctionné un bout, là. Ben, en fait, c'est né en 94 à Montréal, Vice. Tu sais. Puis, c'était un média anglophone. C'était 3 gars qui venaient, je pense, d'Ottawa, en fait, qui se sont installés à Montréal. Et puis, tu sais, c'est un magazine, puis de fil en aiguille, c'est devenu une multinationale. Ouais. Tu sais, il y en avait partout dans le monde. Puis, il y a comme 8 ans, on a ouvert le bureau. C'est la première fois que Vice s'adressait au Québec en français. Ouais. Ce petit bureau, tu sais, on était vraiment une poignée de monde. Moi, j'ai l'impression, à l'époque, on disait, bon, un style de journalisme un peu immersif. Tu sais, on couvrait un peu les angles morts, tu sais, tu sais, moi, je couvrais le rap, la drogue, tu sais, les sports extrêmes, etc. Tu sais, il y a comme... C'est niaiseux, c'est des affaires qui font vibrer les jeunes, tout le monde, mais qui étaient un peu les angles morts des médias dits traditionnels. Tu sais, je me souviens, Shane Smith, qui est un des fondateurs de Vice, disait que les jeunes, tu sais, les millénarios, on avait un détecteur à bullshit élevé, tu sais, puis je pense qu'il y avait un peu de ça, tu sais, de faire comme, nah, fuck off, on le fait, tu sais, puis on le fait de façon immersive, on le fait aussi comme... Le journaliste était souvent acteur aussi des histoires. Donc, c'est un style qui est un peu... Mais tu sais, c'est pas nouveau, là. Je veux dire, le gonzo journalism, ça date des années 70, tout ça, mais comme Hunter S. Thompson, tout ça. Mais
j'ai envie de dire qu'en vidéo, ce qui s'appelait Vice Guide to Travel, VBS au début, tu sais, où t'avais les gars de Vice, Suru Salvi, qui s'en allaient dans un marché d'armes à la frontière du Pakistan, puis tu sais, Shane Smith qui s'en allait à Tchernobyl, puis il testait la croyance populaire que plus t'es sous, moins tu reçois de radiation, tu sais. C'est pas l'affaire la plus rigoureuse journalistiquement, mais ça a quand même le mérite de divertir. Ouais. Oui, mais c'est ça, tu dis que c'était pas nouveau, mais moi, je me souviens que quand j'avais voyé ces reportages-là, c'était la première fois que je voyais ça. C'est la première fois que je rencontrais ça. Puis, tu sais, juste, mettons, je me souviens de tes reportages. J'étais le crime, le gars, il parle comme moi, là, tu sais, puis on dirait qu'il met pas son espèce de chapeau de journaliste, de, tu sais, il faut avoir le français normatif, puis la belle image, puis tout ça. On dirait que c'était le fun, quelque chose de plus naturel, de plus vrai, comme tu dis, tu sais, il y avait plus de bullshit, là, tu sais, c'était vraiment vrai, là, tu sais. Ouais, mais tu vois, moi, je passais par l'école de journalisme, là, tu sais, j'ai fait l'UQAM, puis, tu sais, je suis membre de la Fédération professionnelle des journalistes depuis super longtemps. Fait que la rigueur, les normes et pratiques ou la déontologie, tu sais, on l'avait, mais plus dans le style, je suis pas passé, c'est ça, tu sais, moi je suis pas passé par tu sais, souvent quand t'es Radio-Canadien, ben le chemin c'est tu t'en vas en région, à l'extérieur du Québec ou en région au Québec, puis t'es un peu formé à faire des reportages avec le ton puis tout ça, puis ça change, là. Ça tend à changer, mais tu sais, moi, ça me tentait pas de l'avoir ce moule-là, entre guillemets, parce que ça me tentait de rester à Montréal aussi, mais donc ça a peut-être une influence, là, parce que tu sais, moi, quand je suis arrivé à Vice, je faisais plus de la réalisation, de l'écrit. Avant, j'avais jamais été devant une caméra. Là. C'était un peu un accident de parcours. OK. un bon accident. Ouais. Puis, tu sais, on dirait aussi dans les reportages, justement, tu disais les journalistes étaient acteurs. On dirait qu'il n'y avait pas... On dirait que le regard, du moins, que vous portiez ou que votre réalité n'était pas complètement... j'ai l'impression que le journaliste comprenait un peu la réalité... qui n'était pas complètement détaché, là, du moins. Je me souviens plus si c'était à Vice ou si c'était à RAD, mais c'était... tu faisais des entrevues avec des gars qui faisaient de la fraude, là, bancaire, là, tu sais. Puis, tu sais, comment, mettons, tu leur parlais, t'étais critique, t'étais quand même dur avec eux autres, puis t'es confronté, mais je sentais quand même que, de part et d'autre, il y avait... somme toute un respect, tu sais, puis un genre de confiance, là, tu sais, les autres ils faisaient confiance quand même pour te laisser rentrer là puis de faire un reportage sur eux autres, tu sais, puis c'était bon, puis en même temps toi t'étais super rigoureux, puis justement t'es confronté, puis tu sais, je me suis dit à un moment donné, tu sais, les gars ils se dédouanaient en disant mais c'est les banques que je fraude, c'est pas les individus, puis t'étais comme mais après ça c'est les banques qui augmentent leur taux d'intérêt parce qu'ils se font frauder, c'est tout le monde qui paye, puis là, tu l'avais amené plus loin. Là, non, mais il y en avait rien. C'était pas rendu jusque-là. Non, c'est ça. Mais à l'époque, Vice, puis je sais pas si ça peut définir un peu comment RAD travaille ou comment je travaille aussi, mais il y a une espèce d'approche empathique, tu sais. Ben oui. Qui est pas, on n'est pas sympathique à leur... aux fraudeurs, là. Je veux dire, ça demeure criminel. Mais c'est pas ça qu'on sentait non plus. Il reste que moi, tu sais, je suis qui pour juger ce que tu fais dans la vie aussi, tu sais, dans le sens... Je suis pas la police, là, fait que je t'arrêterai pas. Donc, il y a cette approche-là sans jugement. Puis, tu sais, aussi, c'est un peu de... Parfois, on me pose la question, tu sais, si j'ai trop une grande proximité avec mes sujets, avec mes intervenants, les personnes à qui je parle. Puis je suis comme, j'en ai une, parce que, tu sais, comme à force de passer du temps avec des gens, puis à essayer de les convaincre de parler devant une caméra encore plus à visage caché, tu sais, je veux dire, il y a quand même couple de tunes de violon qui ont été jouées avant. Mais on la met un peu en onde, tu sais, à l'écran, cette proximité-là. Puis à mon avis, c'est comme... Moi, je trouve que c'est de faire un peu preuve de transparence, tu sais. Quand on parlait de pas de bullshit, ça entre un peu là-dedans.
Parce que tu parlerais à n'importe quel journaliste d'enquête, ou comme documentariste ou journaliste, grand reporter de long cours, là, ils vont tous te dire qu'éventuellement, il y a une proximité qui se développe avec un sujet. C'est sûr, là. C'est humain. Là. Puis cette proximité-là, justement, au niveau du spectateur, nous autres, mettons, si on reprend l'exemple des fraudeurs que tu avais rencontrés, on dirait que c'est la première fois que j'avais accès à ça. C'était comme si c'était un monde qui était clos, là, tu sais, puis toi, tu as réussi à percer une brèche, rentrer là, puis qu'on voit des images, puis qu'on les entende parler. C'était comme si... c'est ça. C'est comme si on avait ouvert quelque chose que j'avais jamais pu voir avant, là, tu sais. Ben oui, mais après, c'est quelque chose que si tu t'intéresses un peu à la culture de la rue, qui est partout, là, tu sais, je veux dire. Puis, il y a certains éléments de cette culture-là qui n'étaient pas super contents qu'on ait fait ce reportage-là à ce moment-là. Mais j'ai rien dit là-dedans, là. Pour vrai, là, comme c'était... C'est la pointe de l'iceberg, là, tu sais, c'est un cliché de le dire, mais comme... On n'a pas vraiment expliqué les techniques, tu sais, comme on a... C'était vraiment, là, tu sais, c'était pas du snitching, pas du tout, là, tu sais, si moi, je suis capable d'avoir accès à ça, sans, tu sais, avec quand même certains moyens, parce que, bon, je travaille à Radio-Canada, puis on a des moyens, là, tu sais, ne serait-ce que juridiques, etc. Mais c'est rien comparé à ce que la police peut faire, là. Puis je fais pas le job de la police, là. Donc, ouais, c'est ça. Tu parlais tantôt de Gonzo puis de Hunter S. Thompson. Est-ce que lui, quand il a fait Hells Angels, il s'est fait tabasser à la fin quand son reportage est sorti? Il s'est fait vraiment massacrer. Puis, est-ce que toi, t'as déjà senti, mettons, quand le reportage sortait, t'as-tu déjà eu un sentiment de dire, pas de est-ce que ma morale est grise, mais est-ce que comment ça va être reçu pour les gens qui sont ouverts en fait, les gens desquels je me suis rapproché pour aller atteindre cette vérité-là, dans le fond, tu sais, puis là, tu te dis, OK, là, on a comme développé un lien de confiance, parce que pour avoir un niveau de conversation qui est raisonnable, il faut avoir un lien de confiance. Fait que ça, une fois que c'est fait, il y a quand même une direction dans ton reportage, tu sais, dans l'idée, mettons qu'on prend, on en reviendra, mais les conspirations, là, tu sais, il y a quand même l'idée de démontrer ces idées-là, puis de pas de les exposer, mais un peu de les montrer, rectifier les faits, mettons. Quand ça sort, est-ce que des fois tu te dis, est-ce que ma morale a été compromise dans ce processus-là? Parce que je sais que Hunter S. Thompson, il en a écrit après en disant... en rétrospective, je referais pas nécessairement ça. Parce qu'il sentait qu'il avait trahi des amis, entre guillemets. Puis, est-ce que toi, des fois, t'as un peu ce feeling-là? Moi, c'est pas mes amis, puis je fais pas... Tu sais, Hunter S. Thompson le vivait à un niveau... Next level, quand même. Ouais, mais c'était immersif, mais comme il vivait avec les gens, tu sais, comme il a vécu avec les Hells Angels, il en faisait quasiment partie. Il y avait des parties chez eux, là. C'est ça, tu sais, puis tu sais, c'est une partie... C'est comme une observation participative, là. Je sais pas si ça existe, là, en anthropologie, ce terme-là, ou je sais pas quoi, mais tu sais... il participait complètement, tu sais, ne serait-ce que même dans la consommation de drogue. Donc, moi, il y a quand même une distance puis une ligne. Tu sais, souvent, c'est de l'ordre c'est des sources, c'est pas des amis, c'est des comme... Donc, oui, il y a ça. Après, tu sais, je pense que dans le cas de Conviction, le balado qu'on vient de sortir, on lançait ça dans l'univers, ce projet-là, puis je savais pas comment ça allait réagir. Ouais. Tu sais, so far so good, là, tu sais, si tout va bien. Mais... On s'entend que s'il y a un sujet qui est une patate chaude en ce moment au Québec, moi, je m'attendais pas à là. ça, dans le sens, en janvier, tu sais, on a commencé à travailler là-dessus à l'automne, puis en janvier, on était comme, on va être complètement off quand ça va sortir, tu sais. Finalement... Ça pourrait pas être plus d'actualité. Non, c'est ça, tu sais. Mais non... celui-là, pour vrai, parce que même celui-là, je savais pas comment il allait réagir parce que pour reprendre un terme un peu qui est devenu... qui fait légion maintenant dans le monde dit conspirationniste, mais tu sais, il y a comme deux narratifs. C'est comme si on... Tu
sais, leur vérité puis la mienne, c'est comme ça se croise pas souvent. Donc, je me demandais vraiment comment ils allaient réagir. Puis, parce que, tu sais, puis même de l'autre côté aussi, il y a des gens je me demandais comment les gens allaient réagir, à savoir, je leur donne la parole, puis je leur donne du temps de glace longtemps, tu sais. Donc, c'était un numéro d'équilibriste, cette affaire-là. Là. Mais, puis finalement, tu sais, je l'ai écouté la série, puis le dernier épisode, justement, tu poses la question. T'as-tu peur de ce que tu vas entendre? T'es-tu stressé? Mais finalement, là, il est sorti. T'as-tu des échos? J'imagine que je parle aux 4 encore. Je te dirais que ils sont mi-figue, mi-raisin, disons. Ouais. Tu sais, dans le sens... tu sais, il y en a qui, au début, l'ont reçu, puis l'ont analysé, puis étaient comme, bon, tu sais, c'est le narratif radio-canadien de Merdia, Tu sais, ils sont où les faits, le fait que les tests PCR, ça marche pas, puis nos chiffres, puis tout ce qu'on t'a dit, puis c'était comme, je leur ai dit, c'est pas ça ma job, de prendre tes chiffres, puis de les partager, puis depuis le début, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit moment de digestion, puis quelques jours après... Puis je pense après le passage à Tout le monde en parle aussi, où comme j'ai expliqué un peu plus... En tout cas, après, je l'ai réexpliqué je sais pas combien de fois le projet, mais tu sais, ils l'ont entendu à heure de grande écoute, en tout cas, puis ils ont comme fait « OK ». Tu sais, justement, tu disais tantôt une brèche qui a été percée, tu sais, comme... Puis... On parle de dialogue à la fin du podcast, puis je pense qu'il y a peut-être un dialogue qui est amorcé, puis... Je sais pas, tu sais, si j'ai pu mettre un peu... si j'ai pu aider à ce dialogue-là, tant mieux. Parce que, en tout cas, entre moi et eux, il y en a eu un dialogue. Puis ils sont pas... Tu sais, c'est sûr qu'ils sont comme... Yo, c'est de la... Ton truc, c'est de la propagande gauchiste, radio-canadienne. Parce que j'y crois, moi, à la pandémie. En fait, j'y crois pas. Il y a une pandémie. Oui, c'est pas une question de croyance. C'est ça, tu sais, donc... Puis il y a des morts, puis il n'y a pas personne qui me dicte quoi dire dans mes reportages de force mondialiste de l'élite du Great Reset. Il n'y a personne qui me... Donc, tu sais... Puis je caricature, mais il y a un peu de ça quand même. Ouais, ben oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a ça qui nous sépare. Mais, en bout de ligne, je veux dire... Tu sais, s'il y avait eu à être froissé... il aurait fallu que je l'assume parce que c'est ça ma job à un moment donné. Je peux pas mettre en onde des faits non vérifiés, je peux pas mettre en onde de la non-science, je peux pas mettre en onde des théories du complot, en tout cas sans le dire que ça en est. Ouais. Et on a des normes et pratiques journalistiques, puis c'est important de le faire. Donc, tu sais, si ça les avait froissés, ben so be it. On connaît, tu sais, le phénomène des bulles, puis de l'algorithme des réseaux sociaux, tout ça, qu'on est toujours feedé à ce qu'on regarde, ce qu'on clique, ce qu'on consomme, puis rapidement, ta réalité devient, eux autres, leur réalité, je suis sûr, de leurs réseaux sociaux, c'est que les informations auxquelles ils croient déjà, puis ça, c'est une boucle, puis les gens avec qui ils sont en contact, tout ça. Penses-tu que le fait qu'il a été en contact avec toi, qu'il est arrivé là, puis qu'il les a challengés quand même, ça a-tu créé un doute peut-être dans le respect? Je pense pas. Ah non? Non. C'est comme pour moi, ça n'a pas créé plus de... Non, c'est ma prochaine question. mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des raisons, en fait, de se tourner vers ces réponses-là, ou ces questionnements-là. Tu sais, dans le sens de la détresse psychologique, financière, la pandémie, de la solitude, tu sais, cette patente-là, le coronavirus qu'on apprend toujours à connaître. Ouais. Tu sais, je donnais comme exemple, je me suis fait vacciner là, la semaine dernière, puis j'ai un petit bébé, puis ma blonde allait. Puis là, on était à la pharmacie, puis le gars, il dit on n'a pas de données sur l'allaitement puis le vaccin, tu sais. Je veux dire, comme nous, on est capable d'en prendre, mais je peux comprendre que pour une certaine partie de la population, c'est comme, voyons non. Tu veux dire, t'as pas de statistiques. Dans le sens, c'est mon bébé, là, tu sais, comme, Fait que c'est sûr que pour plein de gens, ça fait peur, tout ça. Fait que les gens se tournent vers des réponses, tu sais, vers des... Fait que là, je peux comprendre un peu mieux pourquoi. Tu sais, ça justifie pas nécessairement comme de remettre en doute toutes les mesures sanitaires.
Parce que c'est ça qui fonctionne avant qu'on ait un vaccin, les mesures sanitaires. Je veux dire, si on arrêtait de bouger toute la gang pendant 2 semaines, il n'y en aurait plus de virus. Fait que, c'est... Donc... mais je peux comprendre que les gens... Puis aussi, je peux comprendre que depuis des années, il y a un certain ras-le-bol d'une certaine partie de la population face à l'élite. Face, tu sais, comme vous nous écoutez pas, on vote pour vous, puis, tu sais, en bout de ligne, vous pensez juste à vous faire réélire, puis, tu sais, Steve l'artiste, je disais, mais finalement, t'es pas contre la pandémie, t'es contre le néolibéralisme, tu sais. Puis comme, ben oui, notamment, tu sais, je veux dire, mais... Parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Mais il y a un peu de ça, tu sais, il y a un peu de ça, d'une espèce de ras-le-bol comme de l'élite, ras-le-bol tu sais, des institutions internationales, tu sais, de cette espèce de club select qui t'as l'impression qu'il vit sur un yacht, puis qui se ramasse une fois de temps en temps à Davos, puis qui choisit de l'avenir de la planète. Tu sais, je pense qu'on doit se poser des questions par rapport à ça, mais il y a des amalgames qui se font, tu sais, c'est là que ça naît des théories du complot, là. Puis en discutant avec eux autres, tu dis, ils ont pas influencé là, ta position, quoi que ce soit, mais y a-tu des trucs, c'est pas nécessairement par rapport à la pandémie, mais des arguments qui amenaient, des questionnements qui amenaient que tu disais, bon point sur tel aspect, là, tu sais, ou... Ben, comme je le disais, tu sais, quand on regardait ça, tu sais, à un certain moment, puis tu sais, c'est parce qu'il y a eu du cafouillage au niveau du gouvernement, tu sais, pas de masque, un masque, 2 masques, tu sais, on ouvre, on ferme, tu sais, puis là, c'est comme, OK, mais la santé publique avait pas recommandé de fermer les restaurants, mais ils avaient fait fermer pareil, puis tu sais, c'est comme, c'est sûr que quand tu regardes ça comme citoyen, t'es comme, oh, qu'est-ce qui se passe, tu sais, comme, mais après, c'est devenu cliché de le dire, puis mais c'est un avion qu'on construit en vol, tu sais, puis... Je sais pas combien de fois j'ai dit cette expression-là depuis le début de la pandémie, mais c'est un peu ça, tu sais. Fait donc, je pense qu'il faut qu'on... Tu sais, puis le gouvernement, là, tu sais, les CHSLD, une autre affaire, là, tu sais, le protecteur du citoyen, comme, a blâmé, là, le gouvernement pour sa gestion des CHSLD, tu sais, puis... Et ça, depuis des années. Mais on va finir la pandémie, là, on va sortir de ça. Puis là, il va y avoir du monde qui va avoir des comptes à rendre, tu sais. Mais il faut s'en sortir avant. Ben, écoute, qui suis-je pour... Mais moi, c'est un peu ma façon de voir ça. Puis tu parlais du ras-le-bol des élites, tu sais, puis c'est le ras-le-bol des élites aussi qui a amené Trump au pouvoir, c'est le ras-le-bol des élites qui fait que, tu sais, les gens ont plus confiance en les médias de masse, mais... Crime, tu sais, je me dis, tu sais, mettons, là, le gouvernement du Québec, tu sais, moi, j'ai pas voté pour la CAQ, là, mais je suis convaincu que la majorité des gens qui sont là, qui sont élus au gouvernement en ce moment, ils font leur possible, là, puis ils font du mieux qu'ils peuvent pour les citoyens, pour le Québec. Je suis pas sûr que c'est comme une vie de justement se la couler douce sur un yacht. Surtout en période surtout de pandémie. Puis tu sais, même chose pour Radio-Canada. Je suis pas mal sûr que Radio-Canada, les journalistes qui travaillent là sont de bonne foi, ils veulent rapporter les faits de manière la plus juste possible. Tu sais, on dirait, moi, les institutions, je veux dire, c'est sûr qu'il y en a de la corruption. Puis il y en a, tu sais, je veux dire, au gouvernement, avec les entreprises, c'est sûr que ça existe, ça. Mais je pense que, n'empêche que, moi, personnellement, j'ai tendance à faire confiance que, tu sais, le gouvernement travaille pour nous puis que les médias travaillent pour nous, là, tu sais. Après, tu sais, je veux dire, il y a eu Charbonneau, il y a eu Gomery. Tu sais, comme, c'est sûr que... Ça rend pas la chose politique, si on peut l'appeler comme ça, attrayante. Ben, ou ça ne donne pas ses notes de noblesse, disons. Donc... J'ai juste de la misère à comprendre cette méfiance-là ou ce désaveu-là des institutions, puis il vient d'où, tu sais? Tu disais à Tout le monde en parle qu'il allait avoir un examen à faire sur justement qu'est-ce qui a amené cette idée-là de ne plus faire confiance aux médias traditionnels, puis par où ça passe cet examen de conscience-là, puis cette espèce de... Où est-ce qu'on a perdu la confiance de quand même beaucoup de monde? C'est une minorité, mais c'est du monde. Mais ça reste, c'est ça. Puis tu sais, on peut pas ignorer même si c'est une minorité, c'est beaucoup de monde quand même, là, tu sais. Puis on peut pas ignorer ça, tu sais, en tant que société. Puis où est-ce que ça s'est passé? Du point de vue des médias, parce que, mettons, les gouvernements, je peux comprendre, comme tu dis, il y a eu de la corruption au Québec, là, récemment, là, fait que c'est facile de penser ça.
Mais où est-ce que ça s'est passé dans les médias? Je sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. C'est parce que je pense qu'il y a un mélange des genres aussi, tu sais, dans le sens, les gens font peut-être pas tout le temps, en fait. Je pense qu'on explique peut-être mal notre travail parfois, la différence entre la chronique, le journalisme factuel. Je pense qu'il y a eu aussi... Il y a du monde qui parle, tout le monde en parle, c'est du journalisme. Là, ouais, c'est ça. Ou même, tu sais, que Richard Martineau, c'est du journalisme. Ben, honnêtement, Richard Martineau, ça devrait être du journalisme. Dans le sens que la chronique, c'est un style journalistique. Mais après, c'est correct qu'il y ait de l'opinion, mais il faut que ça soit basé sur des faits. Puis je pense qu'il y a eu... Puis je veux dire, on a mis Richard Martineau, mais je pense qu'il y a eu, chez certains médias, quelques coins ronds là, récemment. Là, on a tourné coin rond pas mal au niveau de la rigueur, puis je pense que ça a peut-être pas donné la plus belle image à la profession. C'est sûr aussi que parfois, les journalistes, on parle pour les... Je pense qu'on a peut-être tendance à parler pour les journalistes, là, comme un peu dans notre bulle. On travaille dans une salle de nouvelles, on est entouré de journalistes qui habitent tout sur le bord de la ligne orange. Puis, non, mais tu sais, c'est... Fait qu'il y a peut-être il y a peut-être un peu de ça. Mais moi, je pense que c'est surtout l'espèce d'incompréhension de notre métier. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on est là pour chercher des poux, là. Fait que quand il y a un journaliste qui cogne à ta porte, des fois, t'es comme non, là. Tu comprends, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, tu sais. Puis, est-ce que tu crois que ce monde-là que tu as rencontré, puis tout le monde qui ont adhéré à ces mouvements conspirationnistes-là, est-ce que tu crois que ça va revenir? Tu sais, mettons, est-ce qu'une fois, parce que là, tu sais, on a vu juste dernièrement avec les mesures de déconfinement qui ont été annoncées cette semaine, il y en avait plusieurs que leur chapeau, leur hache de guerre, c'était de dire ça va durer à l'infini, puis il n'y a pas de bout à ça, puis là, le bout est arrivé, tu sais. Mais le bout n'est pas tout à fait arrivé. Non, mais mettons, tu sais, là, au moins, on a une fin. Fait que l'idée de dire c'est infini, puis c'est juste pour, tu sais, ça, c'est derrière nous. Puis, mettons, ces conspirations-là, à un moment donné, vont finir par arriver puis pas se produire, en fait, l'espèce de prophétie qui va jamais se réaliser. Ouais, c'est un peu comme Q, là. Il a fait plein de prédictions qui se passe, là. Ouais, c'est ça. Puis, mais... Le parallèle est bon parce que le monde qui croit en Q continue à croire à sa prochaine, puis à sa prochaine, puis à sa prochaine. Est-ce que tu crois que le mouvement conspirationniste va trouver une nouvelle niche une fois qu'on va sortir tranquillement de cette pandémie-là? Ouais, mais tu vois, moi, je l'appelais contre les mesures sanitaires, puis... Mais l'affaire, c'est que, tu vois... tu sais, Trudeau, ils ont acheté des doses de vaccins, ou réservé des doses de vaccins pour, tu sais, 2022, 2023... Ça nourrit là, le discours, tu sais. Puis après, va falloir encore porter le masque à certaines places, tu sais. Puis c'est pas réglé, là, l'histoire des vaccins, là. Tu sais, je veux dire, le passeport vaccinal, tu sais, le QR code qu'on dit, je pense, le code QR. Le carré, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce genre de truc-là. Fait que ça, c'est pas réglé. Cela dit, moi, je suis pas un devin, puis au-delà de faire une prédiction, mais je pense quand même que le monde qui était là le 1er mai dernier, là, qui a été comme clairement un point tournant, ou en tout cas un sommet dans la mobilisation, je pense que ça va s'essouffler. Parce que... Le 20 000 personnes dans les rues. Ben, tu sais, des dizaines de milliers là, comme ça, il y avait du monde. Moi, j'étais là, puis tu sais, c'était impressionnant. Cela dit, c'était impressionnant aussi le 20 décembre, le 13 mars, tu sais, comme il y avait tout le temps, c'était tout le temps des milliers, là. Puis tu sais, pas des extrémistes, là, c'est des familles, là, beaucoup. C'est très large aussi qui ça va chercher. Il y a toutes sortes de causes mélangées là-dedans. Ouais, c'est ça, puis c'est pas nécessairement tout pour
tout pour une conspiration qui est le New Order. Là, il y en a là-dedans que c'est vraiment juste comme, hey, là, mon enfant qui met son masque au soccer, mettons. Là. Ben, c'est beaucoup ça, en fait. Puis c'est pour ça que... Il y a un amalgame quand même qui est fait dans... Oui. Puis, tu sais, il y a une étude qui est sortie récemment, puis j'ai écrit là-dessus sur le fait que, comme, tu sais, 2020 est une année vraiment un pic pour l'extrême droite au Québec, puis ils mettaient les mouvements anti-mesures sanitaires là-dedans. Puis je trouve pas que c'est... qu'il y a beaucoup de ça, de la définition sociopolitique de l'extrême droite dans les mouvements anti-mesures sanitaires, mais c'est pas juste ça. Pas du tout, à mon avis. En fait, pas à mon avis, avec ce à quoi que j'ai observé. Ouais. Mais pour en revenir à ce qui va rester après, moi, je pense que justement, tu sais, le 1er mai dernier, puis aussi, je me souviens plus la date, mais la fameuse manifestation d'un dimanche au Vieux-Port, là, où les jeunes, tu sais, il y avait beaucoup de cases, puis les gens s'étaient beaucoup ralliés par TikTok puis Snapchat. Là, c'était vraiment plus des plus jeunes qui en avaient plein leur casse du confinement, puis du couvre-feu aussi, tu sais. Puis je pense que quand le couvre-feu va tomber, quand le confinement, quand ils vont rouvrir les bars, les restaurants, ça va durer ce mouvement anti-mesures sanitaires parce qu'il va y avoir encore des mesures sanitaires. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont demeurer. Puis ça se peut qu'on doive se faire vacciner chaque année. Ça se peut. Donc, puis ça, il y a du monde qui sont pas capables de le gérer. Mais tu penses pas justement que... Tu penses que c'est anecdotique, mettons, les gens qui maintenant s'élèvent contre les mesures sanitaires? Je pense pas que c'est anecdotique. Fait que, est-ce que c'est ça, fait que, mais en même temps, tu penses pas que ça va trouver un autre moteur de révolte ou de grondement, éventuellement? Ou probablement, parce que, tu sais, tantôt, tu parlais de Trump. Tu sais, ça existait avant la pandémie, là, cette espèce de ras-le-bol face aux élites. Tu sais, les gilets jaunes, c'était ça. Ouais. J'ai envie de te dire la meute, puis Storm Alliance. Puis ça aussi, là, il y avait des milliers de personnes dans la rue, des fois. Là. Ouais. Puis c'est juste qu'on y portait moins attention, peut-être? Ben, oui, probablement. Mais c'était aussi... Tu sais, il y avait autre chose aux nouvelles que le nationalisme identitaire, alors qu'aujourd'hui, il y a juste ça, la pandémie. Là, puis, tu sais, c'était des groupes nationalistes identitaires, puis ça passait beaucoup par... c'est contre l'immigration irrégulière, l'islamisation, etc. Mais il y avait aussi contre le multiculturalisme, Trudeau, la tyrannie des élites. Il y avait beaucoup ça dans les discours. Donc, tu sais, si c'était là avant, je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Puis, tu sais, on verra quelle forme ça va prendre, mais, tu sais, ils vont s'en trouver d'autres, là. Ouais. Puis, tu sais, dans le balado, justement, je pense que dans le dernier épisode, tu poses la question à Mel Goyer, là, qui est un personnage fascinant, parce qu'elle est partie d'un extrême quasiment, entre guillemets, à l'autre, là. Tu sais, elle était féministe, de gauche, puis tout d'un coup, c'est 180 degrés total, puis pro-Trump, anti-mesures sanitaires, puis tout ça. Puis elle dit elle-même qu'elle est tombée dans le rabbit hole, ce qui est quand même assez drôle. Mais ça fait partie du jargon. Quand tu commences à écouter Q, ben, tu sais, genre, à lire les trucs de Q, puis les documentaires comme Fall of the Cabal, des trucs comme ça, c'est la pilule rouge, le rabbit hole, ça... C'est le Great Awakening, c'est genre, c'est dans le lexique. Là. On avait reçu, justement, je fais une parenthèse, là, mais on a reçu Jeff Yates ici, là, qui est à Radio-Canada aussi, puis il disait que beaucoup des symboles sont tirés, mettons, de films des années 90, là, des véhicules des années 90 comme La Matrice, puis tout ça. Mais bref... le rabbit hole puis la pilule, là, c'est vrai. Mais bref, Mel Goyer, tu demandes, quand tout ça va être fini, tu vas-tu redevenir la personne que t'étais de gauche puis tout ça, puis elle est comme non, là, une fois que t'es tombé là. Moi c'est rendu ça la vérité, là, je l'ai découvert, je l'ai trouvé, là, tu sais, fait que c'est comment tu penses qu'on s'en sort justement de ça? Honnêtement, je le sais pas, parce que tu sais, beaucoup de gens vont comparer ça à une secte, puis j'aime pas ça, cette comparaison là, parce que on dirait que ça les met dans une cause comme... Tu l'as pas dit à Régis Labaume, à tout le monde en parle?
Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, ouais, non, j'aurais peut-être pu... je fais des blagues. J'aurais peut-être pu contredire là-dessus, mais je trouve pas que c'est... Tu sais, c'est plus complexe que ça parce que c'est un peu de l'auto-endoctrinement. Il n'y a pas de leader clair, là, c'est pas comme une secte. Il n'y en a pas vraiment, c'est ça. Puis, donc, je sais pas, honnêtement, parce qu'il y en a des cas là, de gens pas qui se réveillent, mais qui font comme, OK, attends, là, j'ai été comme... Je suis tombé, puis je suis justement dans le terrier, dans le rabbit hole, puis là, ben, faut que j'en ressorte, là, tu sais. Dire se réveiller, c'est comme utiliser aussi le même jargon qu'ils utilisent. Moi, je suis réveillé, là, tu sais. Ouais. Toi, t'es endormi, moi, je suis réveillé. Ouais, c'est ça. C'est juste une question de point de vue de qui dort, qui est réveillé. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est deux tracks qui se croisent pas, là. Mais il n'y a pas d'argument. Je veux dire, tu peux pas arriver avec un argument qui... Tu sais, le contre-argument de « t'es biaisé » ou « t'es ci » ou « t'es ça », tu sais, il y a rien que tu peux dire pour convaincre parce que tout ça fait partie du complot. Là, mais Jeff le dit, ça, je pense, Jeff Yates, que c'est quasi impossible de... Puis des études le disent aussi, là, comme de raisonner quelqu'un qui croit fermement à ces théories-là. Ça passe souvent par la famille, par les gens autour. Puis, mais tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu sais, il y a une détresse là, qui est causée par la pandémie. Là, je veux dire, tu sais, il y a une colère, puis il y a, tu sais, tout ça engendre toutes sortes de changements dans tes habitudes de vie, tes revenus, tes contacts avec les gens, tout ça. Puis le monde sont en détresse, puis le monde sont en colère. J'ai l'impression que même si tu continues à croire ça, le fait que la vie normale reprenne, peut-être que le fait d'être un petit peu moins fâché, tu vas peut-être être un petit peu moins intense dans tes convictions aussi. Là, ben c'est ça aussi, tu sais, parce que, tu sais, quand je dis que j'aime pas le terme secte, parce que, tu sais, ils sont pas dans une secte, ils n'ont pas viré sur le top complètement non plus, là, tu sais, dans le sens... Mais, par contre, je pense qu'il y a un aspect... tu sais, des fois, je posais la question à Mel Goyer, justement, je dis... Parles-tu d'autre chose? Puis elle me dit non. Ah ouais, OK. Tu sais, comme... Donc, il y a un aspect de... tu sais... Coupe le câble, tu sais. C'est ça. Retrouve des hobbies. Mais n'importe là, quoi, c'est ça. Parce que n'importe quoi dans la vie que tu fais juste penser à ça, c'est un cauchemar. Mais c'est ça, tu sais. Mais en même temps, on a été un peu vecteur de ça, les médias, tu sais, dans le sens... Moi, je couvrais la pandémie comme, tu sais, couvrir la crise, là, pas les mesures... les mouvements contre les mesures sanitaires au début. Tu sais, on entrait en zone rouge, etc., puis on parlait avec le personnel soignant, puis tout ça, avec mon collègue Fred Lasselle, puis il y avait juste ça aux nouvelles. Mm-hmm. Juste ça, puis même, j'ai envie de dire, on voulait proposer d'autres sujets, c'est comme non. Puis après ça, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est, tu sais, le site le plus consulté et de loin de l'histoire de Radio-Canada, c'est la page faite par mon collègue Naël Chiab, qui est sur le nombre de cas en temps réel. Ben oui. T'sais, moi, c'est une fois par jour. Toi? Bon, tu vois, c'est... Puis je suis jamais allé sur aucune autre page. Ben, c'est pas vrai que je suis jamais allé sur aucune autre page de Radio-Can, mais comme au quotidien, là, jamais. Ben c'est ça. Donc, les gens avaient envie d'entendre parler de ça. Ouais. Et donc là, on a comme service public, on a le mandat, tu sais, de servir l'intérêt public. Après... À un moment donné, c'est comme ça va faire, là. C'est juste ça tout le temps. Puis le monde, tu sais, je veux dire, pendant la grippe espagnole, il était pas branché sur LCN puis RDI, là, à longueur de journée, tu sais, dans le sens... Ils faisaient leur vie, là. Ouais, c'est ça. Ils faisaient dire, porte ton masque, ils le portaient jusqu'à temps qu'il... Ici, c'était comme, on regardait tous les jours la conférence de presse, puis après ça, les analyses, puis comme, tu sais, les civières sortir de Aaron, tu sais, puis c'était ça, là. Ouais. Même nous, on a fait ça, tu sais, au début du premier confinement, on a fait les podcasts par Zoom initialement, là, sauf qu'on parlait vraiment beaucoup de la COVID, puis on était comme chez nous les deux, on a fait, hey, là, on va parler d'autre chose parce que c'est même lourd pour nous, là, tu sais, de comme constamment parler de ça, puis des mesures, puis tout le kit, puis il a fallu qu'on... Moi, ça a été 2021 là, que je me suis dit, là, tu sais, là, déconnecter un peu de l'actualité, puis arrêter de regarder ça de manière... Puis d'avoir mon commentaire, puis mon opinion, puis genre, et on devrait faire ci, puis ça, puis ça. À un moment donné, je veux dire... Au final, quand même que je dise on devrait faire ci, on devrait faire ça, ou que j'aille mon opinion sur le truc, je change pas grand-chose. Là, au final, fait que je suis mieux... Ouais, ton opinion est pas mal moins informée que quelqu'un qui connaît ça. Là, ben, absolument, là, tu sais. Ouais, mais en tout cas, on se posait toutes des questions, tu sais.
toute la gang. Là. Mais tu sais, moi, ce que tu disais tantôt, justement, à propos de Mel qui parlait pas d'autre chose, ça me faisait penser. Moi, je suis musicien, puis j'étais une fin de semaine sur une gig avec un gars, tu sais, puis ce gars-là, on parlait de séries Netflix, on parlait de musique, on parlait de plein d'affaires, tu sais, puis à un moment donné, on est tombé sur pandémie, tout ça, puis là, j'ai vu, là, tu sais, que, hey man, tu checkeras ça, le Forum économique mondial, man, ce qu'il prépare, puis tu checkeras ci, tu checkeras ça, puis là, c'est comme, oh, là, j'ai vu que, tu sais, il était tombé un peu là-dedans, mais il restait fonctionnel, dans le sens qu'on, tu sais, toute la semaine, on a parlé d'autres choses, tu sais. As-tu tracé une ligne? J'ai tracé une ligne, je suis resté ouvert, j'ai discuté avec lui, puis, tu sais, on a eu une conversation, il y a eu un dialogue, tu sais. Ouais, ça, c'est bon. Fait que ça, c'est cool, ouais. Moi, j'en ai un ami comme ça, puis il n'y a pas une ligne, il y a comme une ligne imaginaire que là, c'est comme, man, arrête, là. Tu sais que c'est pas une affaire d'être d'accord, que je trouve que c'est pas vrai ce que tu dis. Mais je me dis, au moins, le gars, tu sais, il est capable de parler d'autre chose, puis il a encore un pied, il y a encore un pied bien grandé dans la réalité, puis il y en a un autre qui veut partir, tu sais, mais au moins, il est rattaché à quelque chose, là. Il est pas juste... il fait pas juste parler de ça. Je me dis, tu sais, il est encore pas parti, mais on dirait que ça en prendrait pas gros, peut-être un petit quelque chose, puis ouais. Ça m'est arrivé. Je pense que tout le monde, tout le monde en a dans leur famille ou dans leur cercle d'amis. Là. Ouais. Ça m'est arrivé dernièrement, c'était la première fois que ça m'arrivait. En fait, quelqu'un que j'avais jamais rencontré de ma vie qu'on s'est mis à parler. Puis là, en 1 minute dans la conversation, on m'a demandé, t'es-tu conspirationniste? Puis là, moi, je comprenais comme pas la question venait dans quel sens. Je comprenais pas si c'était genre elle-même l'était, puis s'appropriait le titre conspirationniste, mettons, avec fierté d'avoir découvert les conspirations, mettons. Là. Ouais. Puis là, finalement, on a commencé à parler, puis là, j'ai vu que c'était une pente glissante, mais au contraire de toi, j'ai juste dit, je pense pas, c'était pas un moment pour avoir un débat fort, là. Donc, fait que j'ai juste dit, hey, je pense pas que c'est une bonne idée qu'on parle de ça maintenant. Mais c'est ça. Moi, c'est un peu j'ai un ami qui est comme ça, puis c'est un peu la posture qu'on a où c'est comme, allons pas trop là parce que c'est justement pas un débat. Ouais. Parce que lui est persuadé. C'est ça. Puis moi aussi. C'est ça. Donc, je suis comme, je sais pas, c'est un dialogue de sourds. Là. Ouais. Mais c'est ça le grand paradoxe de ce qu'ils demandent souvent, ces gens-là, c'est qu'ils demandent qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait différents points de vue, que dans les médias traditionnels, il y ait différents points de vue. Puis qu'il y ait un chercheur d'un côté versus un chercheur de l'autre, puis que là, c'est des gens-là se parlent pour que jaillisse la vérité. Mais tu sais, s'il y a 99% des scientifiques qui ont un consensus sur quelque chose, puis qu'il y a un rogue de son bord, avoir un d'un bord puis un de l'autre qui se parle, c'est pas représentatif du point de vue scientifique. C'est exactement ça. Puis, mais on dirait que c'est ça qu'ils comprennent, qu'ils comprennent pas. Là, mais après, tu sais, Radio-Canada... avec conviction, c'est un peu ça aussi que l'info voulait. C'est vrai qu'on leur a pas beaucoup donné la parole comparativement à l'importance que ça prenait dans les rues, par exemple, ce mouvement-là. Pendant un certain moment. C'est-tu ton idée? C'est-tu toi qui es né avec cette idée de projet-là? Il y a eu, en fait, j'étais approché pour faire une série sur les gens qui décrochent des médias, en fait, plus. Okay. Puis là, ça s'est imposé qu'on parle vraiment plus de ce mouvement-là contre les mesures sanitaires parce que là, ça prenait vraiment de l'ampleur. Mais ouais, non, il y avait clairement... Radio-Canada voulait faire ce projet-là, mais j'ai envie de dire que l'angle puis comment on l'a formé, ça s'est fait avec l'équipe. Là. Parce que j'imagine aussi qu'il doit y avoir une partie du corps de journalistes qui disent pas sûr que c'est une bonne idée de donner la parole à ces gens-là. Oui, vraiment. Les gens... ça a été... c'est controversé. Puis finalement, je pense, franchement, là, comme je disais tantôt, c'était un job d'équilibriste. Là. Ouais. Je pense que on est encore sur la corde debout. Là, dans le sens que ça a bien été. Là, parce que de part et d'autre, j'ai pas trop... C'est sûr que j'ai reçu une coupe de petites tomates, là, mais sinon, je pense que les gens ont compris pourquoi on l'a fait, de part et d'autre, en fait. Comment est-ce que tu as choisi
les personnes avec qui t'allais C'était mes t'entretenir? 4 plans A. C'était 4 plans A? Oh, ouais, vraiment. Puis en fait. comment tu y es arrivé? En fait, c'est un peu de fil en aiguille. Tu sais. Dave Leduc, je l'avais déjà couvert de par sa pratique sportive de letway, puis tu sais, il n'est pas MMA, mais en tout cas, tu sais, d'arts martiaux. Donc, il y avait déjà un contact. Il aimait ce que je faisais chez Vice à l'époque. Donc, puis lui, il était en contact. Il avait déjà fait des lives, en tout cas des vidéos avec Maxime Ouimet, le policier. Donc, lui, il m'a présenté, il me disant « Simon, je fais confiance, fait que go. » Fait que ça, c'était gagné. Steve l'artiste, j'ai couvert pas mal, encore une fois, quand j'étais chez Vice, tous les mouvements nationalistes identitaires, Storm Alliance, la Meute. Puis, il y a certaines personnes qui faisaient encore confiance dans ce milieu-là. Donc, c'était mes reportages. Donc, j'ai eu une bonne recommandation. Cela dit, Steve était hyper dubitatif. Là, il doutait parce qu'il était comme... moi, je parle plus aux médias depuis 1 an. À chaque fois, je me fais avoir, etc. Puis j'ai dit, check, je me pointe chez vous, pas de Kodak, rien du tout, pas d'enregistreuse, puis on jase. Puis tu verras. Puis il habite dans les Laurentides. Fait que je me suis pointé à sa maison, puis on a jasé pendant 1h30. Je pense qu'ils ont dû fumer 25 cigarettes en 1 heure. Puis à 2. mais donc, ils ont embarqué, finalement. Et, puis toi, dans le fond, excuse-moi, je veux qu'on aille un petit peu plus loin là. Non, c'est pas grave. Le premier contact a été fait sans enregistreuse, conversation avec eux autres. Ça dépend lesquels, là. Mais mettons avec eux autres, là, avec eux autres dans Laurentides. Là. Ouais. Fait que t'es allé là, ouais. sans enregistreuse, t'as juste jasé pour ouvrir le... Ouais. Puis après ça, c'est quoi, mettons, les étapes qui amènent jusqu'à, après ça, enregistrer? Puis... je leur dis, je reviens avec une enregistreuse. Puis on a la même discussion? Ouais. Ou... Puis eux autres sont comme, OK, cool. Ouais, parce qu'il était... En général, j'ai envie de dire qu'il était content d'avoir le temps de jaser, comme... qu'on fait pas juste débarquer ou comme chroniquer sur leur party légal qu'ils ont fait en fin de semaine, puis sans les appeler ou quoi que ce soit. Tu sais, dans le sens... Je pense qu'en général, ils étaient contents qu'on ait ce luxe-là du temps, puis je l'ai, le luxe. Là. Tu sais, je suis chanceux, c'est pas tous mes collègues qui ont ce luxe-là. Donc oui. Puis aussi, ils étaient contents ne serait-ce qu'on leur tende un micro, tu sais, même si c'est un merdia, comme ils diraient. Mm-hmm. Ils étaient contents qu'on leur tende un micro, puis il y en a pour qui c'était la première fois, tu sais. Donc ça, c'était cool. Puis pour terminer, Melgoyer, c'était cold call. J'ai écrit sur Facebook, puis je sais pas si c'est comme par Facebook ou par téléphone. Oui, parce qu'elle était coach PNL là, avant, donc elle avait son site de conférencière, etc. Et il y avait son numéro pour l'appeler. Puis, étais-tu résistante? Elle a hésité aussi, mais encore une fois, je me suis pointé chez elle. Puis finalement, on dirait que ça a fonctionné. Tu sais, je leur parle comme je parle là aussi. Là, ouais. J'arrive pas avec mon... Tu sais, puis aussi, j'arrive pas avec le gros camion radio. Tu sais, c'est facile de dire que je fais un travail différent, etc., mais je fais pas aussi... je travaille pas de la même façon que certains autres collègues. Tu sais, mes collègues, puis je respecte, puis c'est à fond la caisse le travail qu'ils font, mais quand tu te pointes avec un caméraman qui porte un casque et une grosse caméra, puis un agent de sécurité dans une manifestation, c'est sûr que tu crées l'événement. Ouais. Tu sais, dans le sens, moi, je suis là, tu sais, j'ai l'air d'un skater dans un... Avec, tu sais, avec mon chum qui a une petite caméra, puis on accompagne les leaders, là, donc on se fait pas pitcher de roche, mais non, c'est ça. Fait que on travaille un peu différemment. Là. On a cette chance-là, en tout cas. Mm-hmm. Ouais. Puis dans le podcast aussi, à un moment donné, tu parles avec des admins de pages qui call-out, critiquent ces groupes-là. Tu sais, genre les Illuminés du Québec, puis il y en a un autre aussi. Le ménage du dimanche, ouais. Puis eux autres, de leur point de vue, sont convaincus de faire la bonne chose, tu sais. Ouais. Parce que, ben,
on déniche là, les aberrations, les gens qui sont dans le champ, tout ça. Puis toi, j'ai l'impression, tu sais, tu leur poses quand même la question, t'as pas l'impression que tu contribues à la polarisation puis que ça fait pas comme juste créer un fossé encore plus grand, tu sais. Toi, tu penses-tu que ce genre de page-là, c'est ça que ça fait, mettons? Parce que tu poses la question dans le podcast, mais... Ben, je me pose la question, pour vrai, dans le sens... En tout cas, clairement, faut-tu... il y a une chose qui est certaine, c'est que ça les convainc pas du contraire. T'sais, c'est pas en les traitant de débiles qu'ils vont faire « Ah, ben ouais, crime, je suis un débile, tu sais, ben oui, t'as raison. » C'est sûr que ça les convainc pas du contraire. Donc, c'est sûr que ça rame pas dans le bon sens à ce niveau-là. Mais celui qui est entre les deux, qui se pose la question, penses-tu que ça le fait pencher plus d'un bord ou de l'autre, ou pas vraiment? Je sais pas. Moi, je pense... Je sais pas. Ben, ça expose, tu sais, ils font quand même un travail... C'est pas un travail journalistique, là, mais ils font quand même un travail de recherche pour... Ils en écoutent des vidéos, là, puis il y en a qui sont longues, là. Tu sais, de ce monde-là des militants, là, anti-mesures sanitaires, ils sont... Moi, c'est ça que je leur posais comme question. Tu sais, tantôt, on parlait d'être comme dans une bulle, puis d'être obsédé, puis d'écouter. Tu sais, dans cette gang-là, il y a du monde qui fait juste ça. Là. Puis le gars me l'a dit, il dit des fois, il y a du monde, des admins des pages, qu'on leur dit comme, prends un break, là. Ouais. Parce que t'as passé la nuit à écouter un dude qui dit... Qui déblatère. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que... donc, c'est sûr que eux aussi sont un peu dans leur bulle, dans leur consommation peut-être un peu excessive de réseaux sociaux. Puis, mais moi, tu sais, je pense que ça prêche aux convertis, pour être honnête. Là. Je pense que ce genre de page-là, c'est ce que ça fait. Ouais. Est-ce que tu crois que, ben, j'imagine que je m'attends à la réponse, mais que les réseaux sociaux contribuent grandement à la radicalisation puis aux différentes opinions bien fondées. Là. Ben, complètement. Dans le sens, beaucoup de ces groupes-là ne seraient pas ce qu'ils sont. On dirait que c'est quasiment ça. On dirait parce que Mel Guillet qui perd elle a été dans la prison de Facebook. Elle a été suspendue pendant genre 1 mois récemment. OK. Puis, tu sais, elle perd son porte-voile complètement. Là. Mais tu as vu ce qui s'est passé avec Trump aussi. C'est pareil, tu sais. Mais c'est pas pareil. Hein. Mais tu sais, c'est à différents niveaux. Ouais. Mais... proportionnellement pareil. Ouais, c'est ça. Mais... Donc, oui, ça contribue. Mais après, moi, l'autre question qu'on posait, c'est est-ce que la censure des médias sociaux contribue à ça aussi? Tu sais? Ouais. Moi, je suis pas persuadé que c'est la meilleure idée du monde de censurer, comme de bloquer là, comme des gens qui ont ce type de discours-là. Peut-être de le signaler que c'est des faits non avérés, etc. C'est parce que censurer sec comme ça, j'ai l'impression que ça convainc. En tout cas, moi, c'est le discours que je recevais des gens avec qui j'ai parlé beaucoup, c'est que ça convainc les gens que, bon, tu vois, ils sont contre nous, puis ils font partie de ce grand plan, puis voilà, tu sais, donc... Mais ça, c'est tellement touché, tu sais, parce que la question est intervenue quand Twitter avait banni Donald Trump, là, de dire la ligne est où, là, tu sais. C'est où qu'une compagnie privée peut décider de faire ça? Elle peut faire ce qu'elle veut. Ben non, mais tu sais, je veux dire... Ben, dans les limites des lois. Ouais, c'est ça, sauf que, tu sais, reste que la ligne est où, tu sais, le précédent et pourquoi, puis le monde qui était... Tu sais, Trump qui battait le fer des médias... comment qu'ils appelaient? Non, j'ai déjà oublié. Ça fait longtemps que j'ai pensé à Trump. Les fake news. Ouais. Tu sais, il battait le fer des fake news, puis comme quoi les médias étaient contre lui. Puis là, après ça fait juste, on dirait, le fait qu'il se fait enlever sa tribune, on dirait que ça fait juste, pour les gens qui étaient fervents, convertis Trump, on dirait que ça fait juste confirmer que ça monte en martyr. Ça fait juste confirmer que les médias sont contre lui, tu sais. Après ça, c'est comme... Après, il l'a plus sa tribune, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Il l'a plus. Fait que c'est un net positif, mettons, dans le grand scheme of things. Sauf que, ça, mais sauf que, tu sais, mettons, c'est ça, je trouve que c'est touché en crise comme question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Honnêtement, moi, je trouve que c'est une patate chaude. C'est difficile C'est difficile. Mais tu sais, Twitter, outre Donald Trump, là, parce que, tu sais, Donald Trump, ça avait mené à de la violence, une insurrection, tout ça. Donc... Tu sais, il y a des lois contre le discours haineux, il y a des lois
contre la diffamation. Il y a des Ouais. tu sais, comme... C'est important, là, tu sais, je veux dire, la censure existait avant. Ouais. Mais après, c'est ça, c'est que si t'es pas dans ces lois-là, puis tu fais ça pour la santé, pour des questions de santé publique, je comprends. Mais moi, je me demande si c'est pas un autre vecteur de polarisation, de les censurer, frais de sec comme ça. Je sais pas, je me pose la question. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi, tu sais, la censure, c'est une option, mais tu sais, ces plateformes-là aussi, ils ont le contrôle de ce qui pousse avec l'algorithme et tout ça. Là. Je veux Ils ont dire, contribué à ça. Pendant complètement. longtemps, tu sais, YouTube, là, les vidéos de conspiration, là, Ouais. c'est ça qui fonctionnait le plus parce que... Ah, mais on s'entend que c'est une conspiration de comme les pyramides ont été faites par les aliens. Non, mais c'est pas mal t'sais- moins pire, ça. là. C'est pas mal plus de l'ordre du divertissement, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, Ah, mais je pense après, pas, moi. Je pense qu'il y a du monde qui croit à ça dur comme fer aussi. tu mais sais. mettons que tu y crois dur comme ça a fer. moins d'impact peut-être négatif ça- dans la société si tu penses que, mettons... Mais c'est juste que c'est une porte d'entrée. Après ça, c'est 9/11. Ouais, puis c'est ça. après ça, t'as plus confiance en les élites, puis t'as plus confiance en les médias de masse. Puis après Puis ça, après ça, tu c'est la pandémie. Ouais, puis là, tu rentres dans la roue. Là. Mais il y a un excellent podcast du New York Times qui s'appelle The Rabbit Hole. Ouais. Puis les 2 premiers épisodes, tu sais, c'est un gars qui était tombé dans ces théories-là, qui donne accès aux journalistes à tout son historique de YouTube. Puis... Ça va être du stock, là. Ben, Ça doit être c'est- loin. Ben, c'est de Loin, voir le loin, chemin loin. qui est emprunté, c'est fascinant, tu sais. Puis, je pense, une des... Ce qu'amène ce podcast-là, c'est que YouTube a été complètement responsable de plein de tomber dans des terriers, dans des Ouais. théories du complot, ou ben tu sais, de la consommation de pilules rouges. Là. Tu sais, ça a été... Puis là, après ça, ben, on essaye de défaire les nœuds, tu sais, en temps de pandémie, mais c'est un peu les réseaux sociaux qu'ils ont créés avec les algorithmes, ces nœuds-là. C'est intéressant. Mais oui, probablement qu'à l'époque, personne ne se doutait Mais non, c'est ça. de l'impact que ça aurait dans le vrai monde. Là, tu sais, Ouais. tout ça, tu sais, c'est... Quand là, au début, ça sonnait comme du divertissement, ces Ouais, vidéos-là, tu sais, puis... Ouais, mais j'étais- c'est ça que tu as envie d'écouter, écoute ça. Ouais. Ouais. C'est Tu sais, ça. moi, plus jeune, là, je veux dire, je n'ai sûrement déjà regardé, il y a une vidéo de 9/11, puis est-ce que nanana, c'est-tu Bush, nanana, c'est sûr. J'en ai déjà écouté un, puis après ça, t'en regardes un, t'en as un autre recommandé, puis ça peut aller assez vite, là. Ça peut aller très rapidement. Quand même, tu tu sais. regardes, t'es comme moi, hein. Ben non, mais c'est parce que quand t'as pas le fact-check tout de suite à côté, là. C'est ça. Mais ça, c'est ça qui est. C'est ça qui est tough, mettons, dans Alexis Cossette-Trudel. ouais. là. Lui, quand tu l'écoutes, mettons, là, puis t'as pas les. Tu peux pas vérifier les faits à côté, là. Puis mettons que tu l'écoutes avec un esprit ouvert, là. Mhm. Il a l'air convaincant. Il a l'air de dire des affaires qu'il sait. Ben, c'est un bon communicateur, C'est ça. c'est un gars érudit. Puis si tu C'est- prends pas la peine, ouais. si tu prends pas la peine d'avoir de fact-checker ce qu'il dit, ou s'il y a pas personne qui débunk ses affaires, quelqu'un qui veut croire à ça, c'est sûr que tu lui donnes raison parce qu'il est capable de te donner l'impression qu'il sait de quoi il parle, tu sais. Oui, puis en plus, les gens, ou en tout cas les instances où tu pourrais fact-checker, ben, ils te disent qu'ils sont faussés. Mhm. Donc, Ouais, c'est ça. c'est Ouais. ouais, en tout cas. C'est un trou qui est dur à sortir, là. Ouais. Mais au contraire de ce que tu dis, mettons, tantôt que il y a aussi la solution dans les réseaux sociaux, dans quoi qu'est-ce qu'ils peuvent pousser. Mettons que tu tombes sur une vidéo de conspiration sur YouTube, puis que le prochain recommended, c'est une vidéo qui explique, mettons, le pourquoi de ce que tu es en train d'écouter, finalement. Fait que, mettons, on reprend l'exemple des pyramides. Là. Mettons que les pyramides ont été créées par les extraterrestres parce que c'est impossible que des humains aient fait ça. Mettons que ça, c'est la prémisse de ta vidéo. Puis la vidéo d'après, c'est comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides, mettons. Mais c'est un peu ce que fait Twitter, en fait, en ce moment. Lorsqu'il y a comme... Tu sais, l'algorithme détecte que information non vérifiée Ouais. liée avec la COVID, ben, il va y avoir un avertissement. Je pense que YouTube le fait aussi. Facebook aussi, à mon avis. Mais Facebook est plus rapide sur la gâchette pour te fermer ton compte, là, sauf erreur. Là. Ouais. Mhm. Dans ta carrière de journaliste d'enquête, Ouais, je me considère pas comme un journaliste d'enquête, mais ouais. mettons, quels ont été les dossiers qui t'ont le plus fait triper? Quels ont été les reportages qui t'ont fait le plus triper?
En tout cas, on vient d'en parler pas mal, mais tu sais, Conviction, ça a été, je pense que ça a été le projet sur lequel j'ai travaillé le plus intensément, tu sais, puis je suis vraiment moi-même tombé un peu dans le rabbit hole. Ben, tu sais, Tu dois regarder des vidéos toi aussi, là. je les ai toutes écoutées, les vidéos qu'ils m'ont demandé d'écouter, là. Toi, tu t'ont dit, hey, écoute ça, écoute ça. Oui, c'était comme, hey, t'écoutes ça, tu vas être convaincu. Je suis comme, je sais rien, c'est n'importe quoi. Tu leur disais-tu ça? Mettons, oui. hey, je viens d'écouter la vidéo que tu m'as envoyée, c'est la merde, la pure merde. Il y a un truc, peut-être pas de même, mais genre, c'est une petite niaisage, là, comme... Quoi, par exemple? C'était quoi les vidéos, là? En fait, il y a deux catégories de ce type de vidéos-là. Il y en a qui sont... C'est tellement grossier que t'es comme, c'est n'importe quoi, tu sais. Puis l'autre catégorie, des films comme Hold Up, comme Ceci n'est pas un complot, c'est super bien produit, super bien réalisé, tu sais, dans ce style-là. Ouais. Mais c'est dangereusement bien réalisé, en fait, puis bien produit. Donc, c'est comme... Ça a l'air trop pro, là. Tu dis, ouais, mais c'est trop pro pour que ça soit de la bullshit. Là. Oui, mais aussi, c'est que ils vont interviewer des anciens prix Nobel, puis tu sais, comme... Donc, c'est bien foutu. Donc, mais c'est ça. Il y en a d'autres où... Tout ce qui entre un peu plus dans Q, puis le pédosatanisme, puis ces affaires-là, tu sais... puis boire du sang de bébé. Mais ça, c'est... Y en a-tu que t'as rencontré qui croyaient à ces affaires-là? Parce que ça, c'est... Oui, j'en ai rencontré qui croyaient à ce type de truc-là. J'ai pas vraiment envie parce que... de les nommer, parce que on n'a pas trop traité de ça. On se concentrait vraiment plus sur les mesures sanitaires. Mais... parce qu'il y a des niveaux à tout ça. Puis on dirait que ça. C'est un niveau qui est next. Moi, je serais capable de parler à quelqu'un qui compte les mesures sanitaires, tu sais, mais on dirait qu'à un moment, tu tombes dans de quoi qui est tellement déconnecté. Mais Q, c'était ça, là. Ouais. C'était n'importe quoi, Q, là. Tu sais, mais je veux dire, c'est... Oui, non, tu sais, genre le Pizzagate, là, genre... Mais... C'est de la connerie, là. Mais... Des fois, les gens rentrent là-dedans... Parce que, tu sais, souvent, il y a une espèce de couvert de genre, on est contre le trafic humain, le trafic d'enfants, tout ça. Puis là, les gens, ça touche une corde sensible, c'est ça. Puis ils disent, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe à Hollywood, au Parti démocrate. Puis là, après ça, une chose n'engendre une autre. Fait que, tu sais, souvent, c'est sur des bons principes ou des bonnes valeurs qu'on se fait embarquer, tu sais. Oui, des bonnes valeurs familiales. Ouais. Fait qu'à part Conviction... il y a un projet que j'ai fait, qui était mon dernier projet chez Vice, qui s'appelait Cannabis illégal. C'est un documentaire d'une heure qui marquait la légalisation du cannabis. Puis, donc, on a suivi ça du marché noir, en fait. Donc, avec un voleur de cannabis, un producteur d'extraits distillés de cannabis, l'aspect médical aussi, mais vu du marché noir. Donc, ça a été un gros morceau. Sinon, un autre podcast que j'ai fait auparavant qui s'appelait Rap carcéral, qui était en 5 épisodes d'une trentaine de minutes, qui était le lien intime entre un certain type de rap puis la prison. Puis par ricochet la rue là, et le crime. Donc, dans lequel je suivais Soulja, Connaisseur Ticazo, Fréquent, Flawless Gretzky, Lost de 514. Ouais. Puis ça a été cool parce que ça aussi, ces deux projets-là, en fait, c'était un peu l'aboutissement de petits reportages que j'avais fait pour Vice, autant sur l'univers du weed que l'univers du rap, puis de me créer, de convaincre, ou en tout cas d'établir des relations de confiance avec des rappeurs avec un passé un peu tannant, puis des tannants du milieu du cannabis. Là. C'est quoi le lien? Parce que, on était supposé recevoir White Bee dernièrement, puis finalement, ça s'est pas avéré, là, mais j'avais cette question-là. Pourquoi est-ce que la street est tellement un sujet riche pour autant de rapports? Ça vient de là. Non, mais mettons...
La question est mal formulée. C'est qu'on dirait que ce n'est... Si tu fais du rap street, les thématiques là, sont limitées quand même. Là. Je suis pas d'accord. C'est parce que c'est pour ces gens-là, je veux dire, c'est ces gens-là. Mais tu sais, pour certaines personnes issues de la rue, ben c'est ça qu'ils vivent, tu sais. Puis je pense que c'est pas la rue plus que la crédibilité qui est importante. Ouais. Puis je pense que c'est la même chose pour tous les rappeurs, tu sais, dans le sens, il faut que tu sois crédible dans ce que tu avances, dans ce que tu rappes, etc. Peut-être pas tous, mais parce qu'il y en a pour qui c'est plus métaphorique, imagé ou whatever, tu sais, mais je pense que c'est super important si tu fais, tu sais, un rap qui est plus street, ou en tout cas, tu sais, ou que tu viens de ce milieu-là, de raconter quelque chose de crédible que tu as vécu. Parce que si tu l'as pas vécu et si t'es pas crédible, ça sera pas bien long que le monde va le savoir. Tu sais. Donc, ça arrive pas, ça, des rappeurs qui rappent du rap de la street, mais qui l'ont pas vécu vraiment? Ça doit arriver, mais J'avais déjà entendu une entrevue de Jay-Z qui disait que tout le monde exagérait. Là. Ah, mais c'est sûr. Mais c'est un peu comme lorsque t'écris un roman, une autofiction... tu romances, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, ou tu vas t'inspirer de ce qu'un de tes chums a vécu, auquel t'as assisté, ou que mais tu sais, plus t'as une part de tu sais, je donne l'exemple de 2 rappeurs que je respecte beaucoup, Soulja puis Connaisseur Tikazo, tu sais, c'est comme... Tu sais, je pense qu'il y a personne qui est là pour les contredire, qui ont payer leurs dues. Là, je comprends. Mais c'est que j'ai l'impression, des fois, puis peut-être que c'est juste une mauvaise impression parce que je connais pas ça assez, là, puis c'est probablement ça en fait, mais des fois quand j'écoute du street rap québécois, j'ai l'impression qu'on a un Compton à Montréal, tellement genre que les histoires que j'entends dans les verses de rap, c'est intense, puis c'est... Mais ça peut être intense dans certains quartiers, c'est la vérité, comme... Puis oui, moi je pense que oui. Ouais? Oui, vraiment, tu sais, puis je veux dire, c'est... Puis moi je pense qu'au Québec, on a on est clairement en retard là, sur l'acceptation de ce style de musique-là, clairement. Surtout le street, là. Ah, complètement. Le rap qui fonctionne, c'est propre, là. C'est gentil, tu sais. Puis il s'en fait. Tu sais, ce rap-là est excellent aussi. Ouais. Mais je suis comme, voyons, les gars de Canicule, justement, 514, tu sais, je veux dire, Tikazo, Soulja, je comprends pas, franchement, pourquoi ça... Mais... Je pense qu'on les stigmatise encore, qu'on a quand même peut-être un peu l'impression que justement, c'est comme, non, qu'est-ce que vous racontez? Mais oui, je veux dire, ça se passe, là. Ouais. Puis, mais il y a un succès qui est underground, qui parle de web, est quand même énorme, là. Mais justement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il est là, le succès. Ouais. Mais c'est comme si il plafonne, tu sais, puis il perce pas le mainstream, tu sais, le média plus traditionnel, un peu plus, franchement. Tu sais, j'ai vu une entrevue de White Bee au nouveau Le Fil, là. Mm-hmm. Donc, je trouvais ça cool, tu sais. J'étais comme, bon, tu sais, c'est le fun, White Bee aux nouvelles. Tu sais, je veux dire, puis pour autre chose que, il s'est fait annuler son show. Tu sais, comme, tu sais, Tizo qui gagne prix de la Socan, pour une track qui s'appelle On Fouette, c'est fou, là. C'est vraiment nice, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je vais vraiment sonner vieux jeu et déconnecté, de ce que je veux dire. Mais tu sais, il y a quand même, tu sais, mettons, des lyrics que je regarde des fois, que j'écoute, puis je me dis, dans un monde, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, où est-ce qu'on prône, tu sais, il y a des codes qui ont mal vieilli, j'ai l'impression. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il y a des paroles qui flirtent avec la misogynie. C'est ça, flirtent, là. Carrément. Ah oui, non. Mais je veux dire. Fait que je peux comprendre que, mettons. Ce sont des codes, là. Mais à un moment donné, décroche de tes vieux codes, là. Parce que. Puis, tu sais, encore une fois, je pense qu'on parlait de silo tantôt, tu sais, mais il y en a un, tu sais. Il y a du monde qui sort jamais. Ouais.
Ouais. Il y a du monde qui sort jamais des quartiers comme... Puis nous, est-ce qu'on y va? Tu sais, je veux dire, nous... Non, mais c'est ça. Moi-même privilégié, etc. Moi, de soulever tantôt que je suis pas capable de concevoir qu'au Québec, des affaires de même se passent, mais c'est juste que je suis pas allé, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, on y va dessus pour autre chose que... hey, il y a une émeute, tu sais, tu comprends? Ou... fac. Je pense que... Donc, mais oui, il y a ces codes-là qui sont profondément ancrés dans la culture rap. Tu sais, moi, j'avais fait une entrevue avec un gros rappeur français qui s'appelle Caris, puis j'avais demandé, je dis, pourquoi tes tracks sont misogynes de même? And la vague de boîtes que j'ai reçues sur les réseaux sociaux après. Oui, je veux dire... Mais lui, c'était quoi sa réponse? Je suis pas misogyne, c'est comme ça, tu sais, puis... Tu sais, je veux dire, c'est... ouais, c'est ça, mais c'est des codes, etc. Puis, tu sais, moi, j'avais... C'est sûr, mais même dire ce que je dis là, je vais avoir... Puis je suis un outsider, anyway. Tu sais, même si je suis un gros fan de rap, tu sais, comme... Je suis un outsider, je peux pas le cacher, tu sais, mais je viens pas de là, tu sais. J'ai pas vécu de même. Mais après... je pense que dans 10 ans, là... Tu sais, je sais pas s'il va y avoir un mouvement de cancel culture dans le rap, mais je pense qu'il y en a qui devraient passer à l'autre vitesse. Ouais, moi, c'est ça que ça m'a fait. Tu sais, en préparation de l'entrevue qu'on était supposé avoir avec White Bee, j'ai écouté son album. Je suis là, Chris, il y a des hosties de bangers là-dessus qui sont débiles, des tracks vraiment hot. Une toxique était cœurante, mais tu peux, mais ça marche pas. Tu sais, moi, c'est ça. Il y avait autant de bouts que j'étais comme, hey, c'est du génie que amener t'as une ligne, tu fais comme, oh man, what the fuck, là, tu sais. Ouais. Mais c'est un grand rappeur. Ben non, là, c'est ça, exact. Mais en tout cas, un excellent rappeur. Mais tu sais, c'est ça, moi, je trouve que... Mais c'est ça fait partie des codes. Là. Je pense que... c'est ça, je pense qu'il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là. Mais pour revenir au milieu carcéral, qu'est-ce qui fait que, mettons, ce style de musique-là, puis, mettons, le milieu carcéral est aussi... lié, mettons. C'est-tu juste parce qu'on a un plus grand intérêt des rappeurs street, parce que ils parlent de réalité un petit peu plus crunchy qu'on a une curiosité, ou le fait de venir de la rue fait qu'on a besoin, je sais pas, de cette exutoire-là qui est la musique pour parler de nos réalités? Mais moi, c'est un prétexte pour parler aussi de l'aspect criminel de la chose. Ouais. Tu sais, la prison. Mais c'est aussi le point de départ de ce projet-là, c'est que j'ai fait le constat qu'il y a plusieurs rappeurs, tu sais, Don Ticazo, Flawless Gretzky, Lost, avaient des conditions en libération conditionnelle qui les empêchaient de rapper. OK. Puis moi, je trouvais que c'était une forme de censure qui était complètement contre-productive. Parce que justement, tu regardes de ces gars-là, tu sais, qui ont fait du temps, ou pas, mais tu sais, ou qui sont dans un milieu criminalisé. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est nouveau, là, des 5 dernières années, là. Tu sais, puis il y en a plein qui vivent bien, puis qui peuvent finalement prouver à leurs amis, à leur famille, à leurs agents de libération conditionnelle qui croyaient pas en eux, check. I made it, là. Puis tu sais, genre, j'ai plus envie. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si tu viens d'un milieu défavorisé, t'es immigrant de première ou deuxième génération, ben ça se peut que la voie facile, ça soit de sortir un peu du système. Puis, ultimement, ce que tu veux, c'est t'en sortir. Là, ben oui. Puis tu sais, tu vis plus avec le stress de... Tu sais, sérieux, comme être armé, ça doit être stressant. Ben oui, man. Non, mais tu sais, je veux dire, comme... Fait que là, si tu vis de la musique, puis tu t'achètes un condo, puis tu peux quand même t'acheter ton NSI, mais tu l'as gagné comme grâce aux subventions, ton cash, tu sais, comme tant mieux, man. À tes streams, là. Non, mais tu sais, c'est comme... Puis t'es pas moins crédible, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi, je trouve que, tu sais, des gars comme Soulja, Ticazo, tu sais, les gars de 514, c'est fantastique ce qui se passe en ce moment. Les gars de Canicule, c'est fantastique. Tu sais, des gars comme, tu sais, justement, Jay-Z, là, pour venir à lui, s'il n'y avait pas... le carrière de rappeur, il aurait peut-être continué à vendre sur le coin de la rue, là, puis il serait peut-être mort, là, tu sais. Possible. Puis justement, mettons, ces exemples-là de succès, tu sais, mettons Kendrick, tout ça, c'est des exemples incroyables, là, justement, pour des jeunes, de dire, OK, non,
on peut sortir de la merde avec l'art, là, avec la musique. Ouais. Mais tu sais, au Québec, on est rapide sa gâchette à dire oui, mais là, il parle de crime, tu sais. Je suis comme, ben oui, il parle de crime parce que tu sais, ça existe. Puis c'est ça qu'il a vécu. Puis il n'y a pas nécessairement, du moins de mon expérience, puis corrige-moi si je me trompe parce que tu connais ça définitivement plus que moi, là, mais il n'y a pas une glorification du crime. Là. C'est juste, on dirait, d'exposer c'est comment. Ah, mais on a une quand même. Là. Ah ouais? Ben oui, je veux dire, tu parles juste de ça, puis à un moment donné, mais c'est correct, là. Je veux dire, c'est de l'art, c'est de la musique, c'est leur mode de vie, c'est leur ancien mode de vie. En tout cas, peut-être pas une glorification, mais clairement une romantisation de la chose. J'avais regardé un reportage sur Migos, mais je me demande si c'était même pas Vice qui avait fait ça. Là, ouais, puis ils allaient dans leur maison, puis c'était comme la collection d'armes à feu. Puis c'était comme checker ça, puis tout ça. Puis clairement, il y a une fierté aussi dans le crime là, pour ces gars-là, mettons. Là, mais puis ce qui est pas généralisé, là, c'est, je veux dire... Ça, c'est pas tous, mais c'est encore une fois, c'est une question de code. C'est une question de... c'est ça. Pour la crédibilité, là. C'est probablement c'est ça. Probablement que, comme Jay-Z dit, ils en mettent un peu, là, tu sais. Ouais, c'est pour le show. C'est pas sérieux, show ces gars-là, en ce moment. Là, les gars, ils font le tour du monde. Ils doivent pas être en train d'être dans la rue en ce moment. Là. Non, c'est ça. C'est quoi les autres projets qui s'en viennent pour toi? Y en a-tu d'autres sur la table? Ou Là, j'étais en congé de paternité. Félicitations. Merci. Puis, oui, il y en a d'autres. Mais pour vrai, je pars... Tu sais, je prends une bonne petite pause, là. Fait que... ça a été une bonne ride, là, franchement. Puis, tu sais, ça a été... puis même le contexte de la pandémie, tout ça, c'est ça. Ça a été vraiment un gros projet. Puis en plus, tu sais, c'est 6 fois 30 minutes de podcast, grosso modo. Mais tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de rush. Tu sais, c'est 30 minutes fouillées, écrites, fact-checkées. C'était... Moi, c'est ça. Ça a été un bon stretch, plus la portion vidéo. Donc, ouais, on va... Il y en a d'autres qui s'en viennent, mais on s'en reparlera. D'autres épisodes de ce... Ah, ça, c'est une bonne question. Il est question qu'il y ait une autre saison avec une collègue journaliste à l'automne. Pour ma part... Tu sais, c'est pas... j'aimerais ça y revenir, tu sais, parce que j'aimerais ça dans un an faire comme... Tu sais, que sont-ils devenus? Touch base. Ouais, mais c'est ça, tu sais... L'après-OD. Ouais, genre, mais tu sais, plus... Avec Marilyn Jonka. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'ils sont... Tu sais, tantôt, on parlait, là, ils ont-tu décroché? Ils sont-tu encore, tu sais, si ça va mieux, qu'il n'y a plus de mesures sanitaires, ou tu sais, qu'il faut juste se mettre ton masque pour aller, je sais pas, là, en moto avec tes chums, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme... Ça m'a marqué, ça, tu sais, quand même, quand tu posais la question à Steve, justement, tu sais, puis... Toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, tu sais, parce que lui, il disait en plus qu'il est la majorité du temps ermite chez eux, ils sont pas ben, tu sais, puis ils bûchent du bois, puis puis genre, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Tu dis, ben, moi, j'aime ça faire de la moto, puis là, je peux plus faire de la moto avec mes chums, on aimait ça aller au resto, c'est comme... C'est pas si cher payé, pareil. Tu sais, on dirait le fuck le go, les manifestations, tout ça, la grosse affaire, pour finalement t'aimer ça faire de la moto, puis tu peux moins en faire. On dirait que c'est disproportionné. Ouais, c'est un symbole pour eux aussi, le masque. Tu sais, rapidement, quand je posais des questions sur le masque, ils étaient comme, Simon, arrête avec le masque, là. Genre, ils nous gossent le masque, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le gouvernement, c'est l'élite, c'est le. Tu sais, donc, c'est comme. C'est un. C'est ça, c'est symptomatique d'une plus grosse patente. Ouais. Puis je veux dire, anti-masque, il n'y a personne qui est réellement pro-masque, dans le sens que le masque fait chier tout le monde. Là, non, c'est ça. Eux diraient qu'ils sont pro-choix. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le sens que personne qui est content du fait qu'il y a une pandémie, du fait qu'on doit mettre un masque. Non, personne, on est tous gossés, là. Tout le monde est gossé, sauf que t'as ceux qui sont gossés, mais qui font ce qu'il y a à faire, puis t'as ceux qui sont gossés puis qui refusent. Là, tout le monde est gossé. Là, c'est clair, là. Je suis tanné, moi, du couvre-feu. Là. Ah oui. C'est chiant, c'est un coup à donner, puis après ça... Mais en tout cas, bravo pour ça. Je trouve ça cool parce qu'on a entendu ces gens-là, pareil, qu'on n'avait pas entendu, mais d'une manière critique, mais d'une manière empathique. Puis je trouve que, tu sais, dans
dans l'optique, tout le monde dit que ça prend plus de dialogue, mais je trouve que vous l'avez quand même réellement fait, dans le sens que c'est quand même allé à l'écoute de ces gens-là, Ouais, merci. sans jugement. Puis ça fait du bien, ça fait du bien justement qu'il n'y a pas d'insultes qui volent de part et d'autre, puis qu'il n'y ait pas de... c'est extrêmement tendu sur les réseaux sociaux là, depuis c'est très tendu. Très tendu. Là, tu parlais de Jeff Yates tantôt, je veux dire, il en a reçu, lui. Oui. Ouh là là. Oui, c'est ça. Ouais, non, moi, pour vrai, j'ai été chanceux à ce niveau-là. Ça va bien jusqu'à maintenant. Genre. So far, so good, mais ma collègue Brigitte Noël aussi, c'est pas cool. Là. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve que dans la société en ce moment qui me pèse et qui m'inquiète, c'est ça. Là, c'est l'espèce de fossé de radicalisation de tous les côtés. Puis du manque de dialogue, du manque de nuances, du manque d'empathie. Puis ça en prend plus des projets comme ça, je pense. Ouais, merci, man. Yeah. Yes, merci beaucoup. Hey, merci. Merci, man. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast, et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon, où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordés pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.